Le document qui a été soumis est un document que je trouve excellent, tant sur le diagnostic de la crise. Je crois que nous partageons très très largement le diagnostic de cette crise. C'est une crise qui est bien plus qu'une crise financière, c'est une crise du capitalisme financier et de la mondialisation d'ailleurs. Et je partage aussi très largement les propositions, les recommandations en ce qui concerne les mesures de réforme et de politique économique qui seraient à prendre. Donc voilà, c'est un peu ma gêne. Alors il y a quelques points pour lesquels, Jacques, je ne serais même pas en désaccord, c'est juste l'accent que je mettrais qui serait un peu différent. Voilà. Alors, ceci dit, je crois qu'on est dans une phase de l'histoire, il me semble, les historiens diront peut-être le contraire dans quelques décennies, mais une phase de l'histoire absolument importante, peut-être un tournant à plusieurs égards. Peut-être que le capitalisme qui est justement en crise va devoir évoluer et qu'on voit bien que des scénarios très différents, hélas, certains peut-être favorables et d'autres beaucoup moins, peuvent être tracés dès aujourd'hui, et que c'est le rôle du politique, c'est le rôle du mouvement social précisément que de peser sur cette évolution. En tout cas, ce qui semble aussi très clair, et je crois qu'on est tous d'accord, il est possible il n'est peut-être pas idiot de dire que dans l'histoire, jamais le pouvoir de la finance n'a été aussi grand. Et le paradoxe, c'est que cette finance qui nous a conduit à la crise aujourd'hui, eh bien, elle a gardé son pouvoir, alors qu'on aurait pu penser qu'au moment de la crise, eh bien, elle aurait pris un grand coup derrière la tête, que les grands meneurs de la finance auraient été durablement affaiblis. Hélas, on constate aujourd'hui qu'il n'en est rien. Face à cette finance arrogante et cette finance qui domine, il y a deux attitudes. Et il y a l'attitude des gouvernements qui aujourd'hui dirigent la planète très largement. On rassure les marchés. Vous avez vu les accords qui sont signés, vous avez vu toutes les décisions de politique économique et financière, vous avez vu toutes les réformes. Par exemple, à l'échelle européenne, prenez l'accord du 9 mai de Bruxelles. On rassure les marchés pour que ceux-ci arrêtent, ou soient un peu plus gentils, arrêtent de spéculer contre les pays. En fait, on rassure les marchés, disons-le tout court, je pense qu'il y a une complicité claire et nette des gouvernements actuels, le nôtre, celui de l'Allemagne, celui d'un certain nombre de pays européens et d'autres à l'autre bout de la planète, avec les marchés. Et qui plus est, et là je suis d'accord d'ailleurs avec un paragraphe de votre texte, non seulement cela, mais les gouvernements aujourd'hui instrumentalisent les marchés, utilisent les marchés pour dire « regardez, c'est grave, les marchés vont nous attaquer, donc faisons des réformes, remettons en cause les politiques publiques, remettons en cause la protection sociale », dont on va parler, je pense, encore plus dans la seconde partie. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est scandaleux, c'est que les marchés, qui sont à l'origine de cette crise, eh bien aujourd'hui sont utilisés par les gouvernements comme argument pour remettre en cause le fonctionnement de ce qui correspond à des acquis extrêmement importants pour nos populations, que ce soit en France ou dans d'autres régions du monde. Et nous, face à cela, on ne veut pas rassurer les marchés. Au contraire, notre bagarre, c'est de désarmer les marchés. Le mot d'ordre que nous avons, je pense que vous avez aussi cette idée en tête, évidemment, dans votre texte et dans votre lutte politique, hein, c'est désarmer les marchés. Et par rapport à ça, alors le texte est tellement riche que je ne vais pas en parler trop dans le détail. Je vais développer deux pistes qui, vous allez le voir, rejoignent assez bien ce que vous dites. La première piste, et ça qui est très cher aux altermondialistes et à Attac, et je pense que c'est une intuition très forte qui a présidé à la création d'Attac de ce point de vue-là, c'est que ce qui fait la force de la finance, c'est la mobilité internationale du capital. C'est-à-dire que les capitaux qui circulent librement sur la planète, grâce ou à cause de la déréglementation financière dont on a parlé tout à l'heure, c'est ça qui leur donne un pouvoir extraordinairement important. Et cette mobilité du capital, c'est ça qu'il faut que nous remettions en cause. Et pourquoi ? Parce qu'elle a deux causes principales. Premièrement, c'est cette mobilité du capital, qui est à l'origine de la spéculation internationale. Car aujourd'hui, on spécule sur l'Europe, sur les dettes publiques européennes. Demain, ne vous y trompons pas, ça sera d'autres régions du monde, comme cela avait été dans les pays émergents dans les années 90. Donc cette mobilité, c'est l'origine de la spéculation. L'autre problème que pose la mobilité, ça on en parle peut-être un peu moins, c'est que ça donne un pouvoir à la finance extraordinaire pour faire ce que j'appellerais de la prédation. À côté de la spéculation, je dirais que ça lui donne un pouvoir de prédation. Ça crée un rapport de force très grand. Parce que quand vous pouvez déplacer le capital sur la planète, vous pouvez faire du chantage en permanence, vous pouvez sans arrêt mettre en concurrence les États, leurs systèmes sociaux, leurs systèmes fiscaux, et vous pouvez mettre en concurrence les travailleurs de la planète, les travailleurs chinois, par exemple, avec les travailleurs européens. Et là, véritablement, c'est ça le nerf de la guerre,
C'est ça qui fait leur pouvoir. Et si on ne s'attaque pas à cela, eh bien, la finance gardera toute sa puissance. Et c'est pour ça que très vite, un certain nombre d'entre nous avons pensé que l'un des objectifs que nous devons poursuivre, c'est de casser cette mobilité et que la taxation des transactions financières est quelque chose qui doit être mis en avant comme étant une mesure clé, avec d'autres mesures d'ailleurs, comme l'introduction de la réglementation. Alors c'est là que j'aurais peut-être une petite nuance avec vous, c'est que ceci fait l'objet d'un paragraphe, c'est la mesure 345, si j'ai bien lu votre document, mais c'est vraiment tout petit. Or je pense que c'est plus que ça, si vous voulez. Il faut vraiment se battre sur cette mobilité internationale du capital. Et quand nous proposons des taxes sur les transactions financières, nous disons que c'est utile non seulement pour frapper la spéculation, pour réduire la prédation, mais aussi que ça peut être l'amorce du financement des biens publics mondiaux qui sont absolument essentiels pour construire cette mondialisation que nous appelons de nos voeux, biens publics mondiaux dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, par exemple. Et ça, c'est un élément, je crois, important. Peut-être vous pourriez mettre l'accent davantage sur cet aspect. Alors, je ne rentre pas dans le détail de toutes les mesures autres que les taxes et les réglementations qu'il faudrait mettre en œuvre pour stopper la mobilité du capital. Mais je suis complètement d'accord avec l'idée qu'il faut, par exemple, supprimer les marchés de gré à gré pour les remplacer par des marchés organisés et donc contrôlés. Qu'il faut également interdire certaines opérations. Je ne suis pas sûr que vous en parliez dans votre texte, mais Madame Merkel a fait la proposition, avec laquelle je suis d'accord, nous sommes d'accord, je pense, d'interdire, par exemple, les ventes à découvert. Eh bien, ce qui est étonnant, c'est qu'aucun autre pays n'a suivi. Alors, qu'on peut reprocher aux Allemands, une fois de plus, c'est d'avoir fait ça tout seul, sans se concerter avec les autres. Mais ça aurait été intéressant que, justement, les Européens, sur ce point-là, prennent cette mesure en disant, ben voilà, cette mesure typiquement spéculative, eh bien, on l'interdit. Alors, je sais que nous, dans nos rangs, ça fait un moment qu'on en parle, hein, mais ce qui serait bien, c'est que les gouvernements le fassent à l'échelle européenne, puisque, et le plus important en termes de poids économique et politique, le gouvernement allemand l'a fait. Donc là, véritablement, voilà une mesure aussi emblématique, importante, qu'il s'agirait de prendre. Deuxième piste, après la lutte contre la mobilité internationale du capital, ça concerne les banques. Puisque notre sujet cet après-midi, c'est les banques, je crois que l'idée, c'est qu'il faut ramener les banques vers leur mission fondamentale, qui est une mission pour nous de service public, en fait, c'est-à-dire de servir l'intérêt général. C'est quoi, finalement, le rôle fondamental d'une banque? 3 fonctions, d'après même la loi bancaire. Si vous lisez l'article 1 de la loi bancaire française, c'est 3. Prêter l'argent sous forme de crédit. Deuxièmement, collecter des dépôts. Troisièmement, gérer les moyens de paiement. Eh bien, il faut que les banques reviennent vers ces fonctions fondamentales et qu'elles s'éloignent des fonctions purement financières qu'elles ont, dont parlait François Morin à l'instant. Il y a eu un dévoiement de la banque. D'ailleurs, pour moi, si vous voulez, les banques, ce ne sont plus des banques. Quand vous regardez BNP Paribas, dont on a parlé, Société Générale et les autres, le Crédit Agricole, supposé être une banque coopérative en plus, eh bien vous apercevez que ces grands groupes sont des conglomérats financiers qui font de la banque une activité, non pas secondaire, mais qui pour elles prend de moins en moins d'importance, car l'essentiel de leurs profits, de leurs résultats et de leur activité, c'est sur les marchés. Et donc, comme cela a été dit, c'est clair qu'il faut qu'on se prononce avec force pour une séparation des activités de banque dites traditionnelles que j'évoquais à l'instant, qui sont le cœur du métier de banquier, et des autres activités de type spéculatif. Alors, vous savez, ce n'est pas si révolutionnaire que ça. De ce point de vue-là, les Américains ont montré la voie à 2 reprises. Enfin, il y a eu d'abord le Glass-Steagall Act dont a parlé François Morin. Roosevelt, en 1932, a cassé les banques, a dit, voilà, vous devez être soit banque de dépôt, soit banque d'investissement, vous ne pouvez pas être les deux à la fois. Eh bien, réappliquons une mesure de ce type-là aujourd'hui. Cassons les banques et obligeons les banques, qui sont des banques d'investissement, ne plus faire d'opérations de gestion des dépôts, de l'épargne populaire en particulier. Et puis, il y a eu récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, Volcker, ancien président de la Federal Reserve, qui est conseiller d'Obama, a fait une proposition qui consiste à dire, qui a été reprise en partie, mais comme c'est en discussion au Congrès, on ne sait pas si ça sera adopté, les banques américaines ne peuvent pas à la fois gérer des activités de marché pour compte propre, pour leur propre compte, en spéculant éventuellement, et pour compte de tiers, c'est-à-dire pour le compte du public. Et là, c'est une amorce, c'est pour moi tout à fait insuffisant, mais c'est intéressant. C'est de montrer que quand même, il y a une distinction qui peut être introduite dans différents types d'activités des banques, celles qui consistent à spéculer et d'autres où les banques sont obligées de faire très attention parce qu'elles gèrent l'épargne des particuliers, l'épargne du public. Et je crois que nous devons nous battre sur ça, parce que décloisonner les banques, ça aurait 2 effets. D'abord, ça protégerait l'épargne populaire, ça protégerait les entreprises et les ménages de l'action spéculative des banques, et d'autre part,
ça casserait le pouvoir des banques. François Morin a eu raison de parler de ce pouvoir énorme. Il emploie dans son livre d'ailleurs cette expression de mur de l'argent. C'est ça qu'il faut briser aujourd'hui, c'est ce mur de l'argent. Et le mur de l'argent, en effet, et je suis d'accord avec François aussi, c'est ces oligopoles mondiaux qui dominent la planète. Et si on ne casse pas ces oligopoles, il n'y aura pas de réforme. Regardez, aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas de réforme. Le G20 ne fait pas de réforme. Obama va probablement devoir reculer sur les projets qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il y a les lobbies qui sont des grands oligopoles qui empêchent ces réformes. Donc, tant qu'il y aura ces acteurs dominants, tant qu'ils seront aussi puissants, eh bien, il n'y aura pas de réforme. Et donc, ça nous amène aussi à une autre idée, c'est qu'il faut, excusez-moi, c'est un peu technique, réintermédier les financements. En fait, il y a deux façons de financer l'économie, soit par les marchés, et aujourd'hui c'est malheureusement ce qui devient dominant, par les marchés comme la bourse par exemple, ou par la banque. Eh bien, l'idée c'est que notre idée, il faut que l'essentiel des financements passe par les banques, nouvelles formules évidemment. Les banques nouvelles formules, c'est-à-dire des banques qui sont centrées sur le service public de la banque et sur les trois grandes fonctions que je mentionnais tout à l'heure. C'est ça qui est extrêmement important. Alors là, je vais citer quelqu'un qui n'est pourtant pas un de nos amis, mais qui a employé une expression qui me paraît assez intéressante, c'est Jean Peyrelevade. Jean Peyrelevade a dit l'autre jour, vous l'avez peut-être noté, il faut que le métier de banquier redevienne ennuyeux. Et je pense que c'est assez juste comme expression. C'est-à-dire que, en fait, il faut que les banques arrêtent de faire ce qui est évidemment beaucoup plus drôle, qui rapporte beaucoup plus, mais qui amène aussi à des risques énormes, des métiers de marché, des innovations complètement démentes qu'on ne contrôle plus, etc. Et il faut se recentrer vers ce qui doit faire l'essentiel du métier de banquier. Et si on fait cette réintermédiation des financements avec des banques donc contrôlées, eh bien à ce moment-là, on pourra mieux contrôler les banques, on pourra avoir un système bancaire véritablement qui soit aussi un service public. Comme ça a été dit par les deux orateurs précédents, il est clair que ces réformes, notamment dans le domaine bancaire, ne peuvent se faire qu'à l'échelle européenne. On ne peut pas se contenter de réformes purement nationales, purement françaises en l'occurrence. Et par exemple, c'est pour ça que nous proposons, et je vois que cette idée est reprise aussi, parce qu'on a été, je crois, parmi les premiers à le proposer, cette idée d'un grand pôle ou de grands pôles financiers publics européens. Ça, c'est une idée extrêmement importante, c'est-à-dire l'idée qu'il y ait une partie importante du système bancaire, si ce n'est la totalité, qui soit dans une logique de pôle financier public. Alors là, on peut disserter sur ce qu'on entend par là. Pour moi, je dirais qu'il faut mettre en place ce que j'appellerais une socialisation des banques. Ça n'implique pas, c'est pas forcément la même chose que la nationalisation des banques. Là aussi, nous devons faire le bilan, et qui est quand même relativement mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire, de la nationalisation des banques en France, par exemple. Donc, il y a toute une réflexion, je crois, à mener, critique, sur les nationalisations. Il faut donc envisager et réfléchir à quel type de contrôle vers lequel nous voulons aller pour une plus grande efficacité et pour un plus grand respect de la notion de service public. Merci, il me reste 5 minutes, c'est parfait. Je ne suis pas très loin de la conclusion. Voilà, donc je pense que ça, c'est l'idée importante. Alors je voudrais terminer sur un point qui est un peu en débat en ce moment. Les banques, finalement, dans nos économies, elles financent les entreprises, c'est d'ailleurs probablement leur principale fonction en termes de financement. Elles financent les ménages, les particuliers, par exemple pour leur logement, et elles financent les États. Aujourd'hui, comment financent-elles les États? Essentiellement en achetant leur dette publique. Et aujourd'hui, c'est elles qui mènent la danse dans le domaine de la spéculation. Une proposition qui court en ce moment, et je voudrais la reprendre tout en la développant, c'est la question de ne serait-il pas possible d'envisager qu'une partie des déficits publics soit financée par de la création monétaire? Je pense que c'est possible. Et je pense, bien sûr, il y aurait des règles à respecter. Je pense que ceci pourrait se faire à deux niveaux. Premièrement, d'abord au niveau de la Banque centrale. Envisager la possibilité que la Banque centrale finance une partie par création monétaire, donc une partie de la dette publique. Entre parenthèses, M. Trichet, c'est quand même très intéressant, a fait un petit pas dans cette direction. Bien que ce soit interdit par le traité de Maastricht et par les statuts de la Banque centrale européenne, il a autorisé l'achat de titres de la dette publique grecque, notamment par la Banque centrale européenne. Alors, pas à l'émission, c'est-à-dire pas sur le marché primaire, comme on dit, sur le marché secondaire, mais peu importe, la BCE a acheté des titres de la dette publique. Donc vous voyez que c'est possible. C'est une question de volonté politique. La crise aujourd'hui, de ce point de vue-là, devrait laisser des traces sur lesquelles on pourrait s'engouffrer. C'est que la BCE elle-même, bien que ce soit interdit, eh bien, l'a fait dans une certaine mesure. Donc première idée, création monétaire par la Banque centrale, c'est possible, mais en respectant
un certain nombre de règles. La question, c'est comment doser ce degré de création monétaire, évidemment, pour maintenir la stabilité monétaire, parce qu'évidemment, la Banque centrale, et c'est normal, a aussi un objectif de stabilité monétaire. J'ai une deuxième proposition à faire, et là, je vais faire allusion à quelque chose qui a existé en France. Il faut obliger les banques à financer une partie de la dette publique à des conditions très strictes. Alors, en France, nous avons connu ce qu'on a appelé les planchers d'effets publics dans les années 60-70. Eh bien, l'idée, c'est quoi? C'est de dire aux banques, vous devez investir des titres de la dette publique à hauteur de tant % de votre bilan, votre actif de bilan, et ce seront des titres de la dette publique qui seront rémunérés à des taux très faibles. Par exemple, si vous vous refinancez sur le marché monétaire à 1%, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, on vous rémunérera qu'à 2%. Vous aurez une marge, parce que vous avez des frais, du personnel à payer, etc., mais une marge limitée. Et du coup, ça réduirait considérablement le coût de la dette, et ça stopperait aussi ce volant de spéculation, puisque ça serait obligatoire, ça serait maintenu dans le portefeuille des banques pendant une période durable, etc., etc. Donc, si vous voulez, notre idée, c'est finalement de remettre le système bancaire, je crois tous on est d'accord, au service de l'économie, et en l'occurrence, dans l'exemple que je viens de donner, au service de la dépense publique, au service des États. Alors, pour conclure, je dirais deux idées simplement. Deux idées. D'abord, il y a un problème d'urgence aujourd'hui. Je crois que, mais si vous êtes ici, je suis convaincu que vous êtes la partie de la population française qui est évidemment la plus consciente, c'est que nous sommes au bord du gouffre, vraiment. Économiquement et politiquement, nous sommes au bord du gouffre. Nous sommes dans une situation économique qui pourrait se dégrader considérablement et qui pourrait avoir des conséquences politiques absolument dramatiques. Regardez les dernières élections aux Pays-Bas, regardez la montée du populisme des partis d'extrême droite. Vous voyez, ça rappelle quand même une autre période de l'histoire, hein. Et donc là, il y a un danger, il y a un problème, il y a une urgence. Il faut agir vite, il faut sensibiliser l'opinion, il faut se battre pour que le scénario qui prévaudra dans le futur soit un scénario qui ne se tourne pas, qui ne soit pas celui de la régression et de la dictature éventuellement, de l'atteinte à la démocratie. Et puis là, je voudrais vous envoyer une pique pour terminer. Une pique, je dirais, ou je nous envoie une pique. Il y a quand même eu une chose incroyable dans l'histoire contemporaine, récente de la France. C'est la fin des années 90, début des années 2000. Il y avait en Europe M. Jospin comme Premier ministre. Certes, il était en cohabitation. Il y avait à l'époque, la plupart des gouvernements étaient sociaux-démocrates. Il y avait eu une fenêtre extraordinaire à ce moment-là pour faire de l'Europe autre chose que ce qu'elle est, qu'une Europe néolibérale, et ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser, question, que la crise crée à nouveau les conditions, et dans un contexte autrement plus dramatique évidemment, que si des gouvernements de gauche viennent au pouvoir, eh bien véritablement, ils soient en mesure de changer cette Europe pour en faire l'Europe que nous voulons. Une Europe sociale, une Europe solidaire, une Europe ouverte sur les autres pays d'une manière différente et non pas une Europe de domination. Et là, on peut se poser la question, quand on voit dans toute une partie de ce qu'on appellerait la gauche de gouvernement, les textes qui sont élaborés récemment, on peut s'interroger. D'où l'importance de nos travaux, dans le positionnement politique que nous avons tous les uns les autres, pour continuer à faire des propositions, à prendre à témoin l'opinion publique, avant que, éventuellement, il y ait un nouveau gouvernement, et si possible évidemment de gauche, à la tête de notre pays et dans d'autres pays européens. Là, véritablement, il y a aussi un enjeu énorme, un enjeu politique absolument considérable. Je vous remercie.